Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de me dire qu'il n'y a plus une place disponible, une place assise nulle part pour la rencontre avec Éric Orsena. Alors, un merci collectif. Un point d'information juste avant de commencer. Vous savez peut-être que la mairie organise depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année, une opération qui s'appelle Culture en bus et qui consiste à aller chercher 50 personnes seules à Pau, d'âges différents. Les adresses sont notées de gens qui n'ont aucun accompagnant, qui sont assez isolés pour que très peu de familles les viennent les voir dans l'année. Et donc, ce bus va à leur adresse, faisant les 50 adresses, et les emmène pour un spectacle culturel. Et donc, 50 de ces personnes sont là aujourd'hui. Et l'auteur choisi, Éric Orsena, a promis de les saluer à la fin de notre rencontre. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, Éric Orsena fait partie de nos vies depuis quelques décennies. Pour ceux qui s'intéressent aux livres, ils se souviennent de Exposition coloniale, prix Goncourt 1988. Ça fait une paye, comme on dit. 10 ans après, il était élu à l'Académie française, 98. Et pour les amoureux de la mer, tout le monde connaît Éric Orsena. Parce qu'il y a 2 entités qui n'ont jamais divorcé une seconde de leur vie, c'est le bateau et Éric Orsena. C'est un mariage indissoluble. Et donc, tous ceux qui connaissent la mer ont rencontré, ont vu des coéquipiers d'Éric Orsena sur des bateaux. Et puis pour tous ceux qui s'intéressent au problème de l'eau en général. Alors là, c'est un couple indissoluble aussi. Ça fait 20 ans maintenant qu'Éric Orsena se penche sur le problème de l'eau. Et là, le dernier livre qui sort, sur la soif, est une étude sur le fleuve. Je lui ai dit, parce que j'en ai lu des livres dans ma vie, hein, mais celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Il est au sommet de son art lorsqu'il raconte l'histoire des fleuves. Tout y est. Et on se rend compte à ce moment-là combien les fleuves portent de choses. L'histoire de religion, des mythes, le fait que sans le fleuve, il n'y aurait plus le monde tel qu'on le connaît. Et combien la préservation de ces fleuves est si importante, décisive. Et moi qui entends les écologistes depuis 20 ou 30 ans, ils ont raison. Mais il y a une personne qui me convainc plus encore. Il ne parle pas de la planète, Éric Orsena. Il nous dit la terre, le sol, l'eau, les arbres. Voilà, il utilise les mots de choses qu'on voit tous les jours, d'éléments qu'on voit tous les jours. Et à la sortie du livre, on se dit, mais quelle folie a été le fait de distinguer la nature de l'homme, de croire une seconde que le progrès, c'était tant pis si ça sacrifie la nature. On comprend que cette idée est traversée, mais qu'elle ait pu s'imposer. On se dit, quelle folie. Et donc, c'est un très beau livre d'abord. Il ne se lit pas forcément comme un roman, parce que c'est classé par grands fleuves. Il y a 33 grands fleuves du monde qui sont étudiés. Et on se dit à la fin, vraiment, si tout le monde était aussi convaincant qu'Orsena, on n'en serait pas là. Voilà, je vais le chercher. Les bus, ils sont où? Les gens des bus? Ils sont partout, les gens des bus. Bon, on va se regrouper. On va prendre la route. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. De nouveau Pau. Bonheur. Merci d'être là. C'est vrai que c'est dur. Hein. Commencer fort avec du Jurançon, parce qu'il n'y a pas que l'eau dans la vie quand même. Et figurez-vous que je suis membre de l'Académie du vin de France. Et qu'à force de manigance, j'ai réussi à être au bureau de l'Académie du vin de France, parce que quand vous êtes membre du bureau, vous participez au voyage d'études. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un appel au cadeau?
Ah, c'est dur. Ma vie est un cauchemar. C'est pour ça que je reviens à Pau, parce que je voudrais avoir envie de vivre. Super. Vous avez écrit un beau livre. Pouf, franchement, j'ai dit ce que je pensais. Allez, non, j'ai bien fait de venir. Hein. Non, j'en ai lu des livres, hein. Mais là, c'est une réussite. Voilà. Alors, en fait, j'ai compris pourquoi, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est le livre de ma vie. Évidemment, quand c'est le livre d'une vie, c'est pas un livre comme les autres. Non, parce que au fond, depuis toujours, j'ai eu des relations avec l'eau salée ou l'eau douce, toujours. J'ai appris à naviguer en même temps que j'avais envie d'écrire. Pour moi, c'était exactement la même chose. Parce que, vous savez, sur la mer, comme dans l'écriture, il n'y a pas de chemin. Il faut inventer son chemin. Parce que récemment, je me suis rendu compte, et on va au fond aborder cette question de envie de vivre, je me suis demandé quelle était ma morale. Eh bien, c'est très simple. Il faut se conduire sur terre comme si on était sur mer. Être humble. Celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, plus fort que la nature, c'est un crétin. Il faut immédiatement cesser toute relation avec lui. 2, il faut être déterminé. Il y a beaucoup de crétins, malheureusement. Oui. Éliminer tout le monde. Ça permet de libérer un peu l'emploi du temps. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé parce que c'est pas parce qu'il y a du baston qu'on va pas prendre la mer. J'étais aux 2 départs de la route du Rhum. Et puis, il faut avoir l'esprit d'équipage. C'est-à-dire, ce livre-là, s'il n'y avait pas cette amitié d'au moins 10 spécialités, j'aurais pas pu l'écrire. Parce qu'il faut croiser les regards. Et alors, je voudrais dire et redire à l'éducation nationale, ce n'est pas avec des silos, ce n'est pas avec des disciplines que c'est pas qu'on va réussir à comprendre la vie. On m'a toujours accusé de touche à tout, etc. Et la vie, elle touche à tout. Elle touche pas à tout, la vie. Alors comment ça marche? Évidemment, c'est ça. Donc autant je déteste les idées générales, mais je suis un combattant de la culture générale. Mais... Et je vais vous dire, c'est parce que vous êtes ce combattant-là que vous êtes convaincant. Écoutez, en tout cas... C'est ça la différence. Non, mais c'est vrai. Vous savez, j'ai fait un premier tour du monde de l'eau il y a 15 ans. J'avais passé 3 ans un peu partout. Et je me suis dit, l'eau c'est bien, mais... Les gens m'avaient dit, en tout cas, ça va, tu sais raconter, très bien, bon, parfait. S'il y a une chose est sûre, jamais la sécheresse touchera la France. Jamais. On l'a même appris à l'école. Eh bien oui, eh ben jamais. Et voilà. Et donc, et je me suis dit, j'arrive pas à convaincre avec l'eau. Parce que l'eau, c'est une matière, donc c'est un peu abstrait. Donc je vais passer par autre chose, c'est-à-dire le fleuve ou les rivières. Parce que tout fleuve, toute rivière, c'est un être vivant. Donc vous pouvez vous émerveiller par lui, alors qu'on trouve l'eau nécessaire, mais franchement, on s'émerveille du vin, mais pas l'eau quand même, faut pas se foutre du monde. On la prend parce que c'est nécessaire, mais enfin là, voilà. Et puis, on peut l'adopter, on peut la défendre, on peut même lui donner une personnalité juridique, vous voyez. Moi, c'est des questions passionnantes de voir, c'est des questions compliquées, mais dire qu'on va donner des personnalité juridique à certains éléments de la nature, moi, l'ancien conseiller d'État que je suis, me passionne. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, c'est-à-dire c'est singulier. C'est pour ça que ces 33 fleuves, c'est 33 histoires de la vie. C'est 33 histoires qui nous ont prouvé leur envie de vivre. Car nous, virgule, êtres humains, virgule, n'avons pas le monopole de l'envie de vivre. Hein, ça vous la coupe, ça. Oui, ben c'est comme ça que je vais vous dire. Et puis, il y a un autre point qui m'a frappé par les hasards de la vie, c'est qu'il se trouve qu'à l'Académie française, je suis le successeur direct de Jacques-Yves Cousteau. Oui, Cousteau. C'est vrai. Et en même temps, au fauteuil de Pasteur. Lequel Pasteur disait que nous buvons 80% de nos maladies. Donc à la fois, c'est la vie, la mort, le péril et l'émerveillement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça l'affaire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Hein. Vous savez, il y a une règle quand vous êtes un reporter que j'essaye de devenir, c'est que, il faut expliquer, mais évidemment, il faut alerter, il faut évidemment vous émerveiller. Si vous ne vous émerveillez pas, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre pour cette planète sublime? Plus je la parcours, plus je la trouve sublime. Et c'est, vous savez, un fruit de hasard, la bonne distance du soleil, etc., etc. Quand je vois que des débiles mentaux
débiles mentaux veulent s'installer sur Mars après avoir salopé notre planète, mais c'est les mêmes cons qui sont là. Évidemment, explorer l'espace, vivre l'espace. Il n'y a rien de plus important que ce nouveau regard sur l'espace, mais s'installer sur ce caillou de merde. Mais c'est quand même hallucinant. Et c'est les mêmes crétins qui pensent qu'ils vont tuer la mort, alors que la mort et la vie sont intimement liés. Voilà. Et donc c'est quand même des évidences. Mais vous savez, on peut être quand même extrêmement intelligent et infiniment riche et d'être d'une bêtise mortifère. Je disais tout à l'heure que vous étiez convaincant, il nous a fallu 5 minutes pour comprendre. Mais attends, moi, je suis écrivain par défaut. Ce qui pourrait plus, c'est d'être chanteur. D'ailleurs, je prends des sons de chant, et vous allez voir, la fois prochaine, à Pau, je chante. Et ce qui manque... Car Johnny Hallyday est quand même mon maître à penser. Oui. Ça, vous avez bien compris. Oui. Franchement. Johnny. Hein, c'est quand même, on a rarement vu ça. À Pau, Johnny. Est-ce qu'il est venu ici, forcément? Oui, bien sûr. Il n'a pas loupé... Souvenir. Ça va être dur pour lui, hein? Au contraire. J'ai dit ce que je pensais de vous et de votre livre. Je suis absolument enchanté, il n'y a aucun problème, au contraire, bien au contraire. Ce que je voulais dire, c'est quand vous avez parlé d'émerveillement, c'est ça la différence. C'est que les gens qui nous parlent d'écologie en général ne nous émerveillent pas. Ils ne nous font pas rêver, ils ne nous font pas même penser sérieusement sur le sujet. C'est ça que je veux dire. Vous savez, s'il n'y en a pas un enthousiaste qui vous fait comprendre le sens de la bataille qui vous demande de livrer, personne n'y va. Vous comprenez ? Attends, ça me rappelle quand même quelques enjeux politiques. Pourquoi réformer si on ne sait pas vers quel type de société on va ? C'est une agitation un peu névrotique. Comprenez ? C'est ça l'affaire. Donc, quand on voit, encore une fois, ces merveilles, et encore une fois, c'est possible de les sauver encore. Et je vous assure, chaque fleuve, mais vous passez du temps, et vous en avez où le... Alors, on m'a dit là plusieurs fois que mon livre était nul parce que je n'avais pas parlé du Gave de Pau. Il faut dire que c'est... Alors, oui. Moi, je serais vous, j'emmènerais quelques feuilles avec le fleuve de chaque ville. Oui, ça me rappelle quand j'étais enfant de chœur et que j'allais en confession. Eh bien, je le confesse, donc je vous annonce, à un prix qui restera modeste pour les Palois, mais le tome 2 commencera par le Gave de Pau. Mais je demande des guides, hein, parce que j'aime énormément le kayak. J'ai fait des descentes de kayak, vous ne pouvez pas imaginer, notamment dans la Durance, ça a été chaud bouillant. Vous aggravez votre cas. Au lieu de la Durance, c'était Gave de Pau qu'il fallait faire, mais bon, peu importe. Ouais. Dites, pourquoi avez-vous entamé pour ce livre-là un tour du monde ? Parce que vous connaissiez tous ces fleuves déjà, vous les aviez rencontrés, vous les aviez... Oui, mais je voulais les voir et j'avais entre-temps, avec la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, on avait créé une association pour l'avenir des grands fleuves. Car tous les grands fleuves sont menacés et donc j'avais envie que des gens m'aident, qui soient, mais vous voyez, j'aime pas le tourisme où on débarque, on regarde, et puis j'aime bien des gens qui sont des guides, des professeurs. Des professeurs. Ouais. Des professeurs. Vous savez, il y a eu un truc qui s'est passé qui était formidable, c'est que je vais sans arrêt dans les classes, et d'habitude je leur dis, moi je suis un prof. Et puis il y a une jeune fille en 5e, elle dit, mais toi, t'es pas un prof, toi t'es un élève perpétuel. Eh bien c'est exactement ça. Et je crois que les bons profs, c'est les élèves. Et tout ça doit être mêlé. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc, vous êtes débarqué sur un fleuve avec les amitiés que j'ai pu tisser, vous comprenez ? Quand vous arrivez, je ne sais pas moi, sur le Bangladesh, sur le Mékong, sur le Congo, sur le fleuve Gambie, sur un peu Nil. partout, vous voyez. Gange. Je vous raconte le fleuve, le livre, oui, le livre qui a eu le Goncourt, c'est un livre sur l'Amazone. Et donc, je vais y retourner bientôt. Alors, je vais vous annoncer un truc, mais qui me rend fou de... Déjà, j'avais l'envie de vivre, mais alors je vais vous dire, j'ai intérêt à faire gaffe, parce que là, ce qui va se passer est énorme. En avant-première mondiale, ici, pour les Paloises et les Palois, je vous annonce que, depuis hier soir, il y a un projet, ensemble,
de livres avec Sébastien Salgado. Imaginez le truc, hein? Vous avez devant vous, c'est pas un Mickey, hein? Non. C'était fou, c'est avec lui on va faire ça, parce qu'il est brésilien, j'ai une grande partie de ma famille brésilienne, j'ai une admiration infinie pour lui. Ces expositions sont et vous savez, comme on fait parole et musique, eh bien on va faire comme ça les images et le texte, on va sur ce thème-là, avec Sébastien, qui est un personnage, il est magnifique, il est vraiment ça, alors là, c'est quelque chose. Hein. Et alors, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais moi j'ai appris à l'école, comme vous et tout le monde, que la France était un château d'eau, on disait. La France est un château d'eau et elle vit dans un climat tempéré. C'était la base de la géographie, des cours de géographie. Et vous dites, vous vous rendez compte, c'est peu de temps, la fin des climats tempérés. C'est vraiment le... Je vais vous dire, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 6-7 ans, 6 ans, je commençais le Tour de France parce que le président de la République m'avait confié une mission pour ouvrir plus les bibliothèques. J'étais avec le maire de Toulouse, M. Moudin, le téléphone sonne, il me dit « c'est le préfet de région qui veut vous voir ». Très bien, on avance sur la question des bibliothèques, je vais voir le préfet, Pascal Mayos, et il me dit « j'ai entendu dire que vous connaissiez 2-3 trucs à l'eau, j'ai plus d'eau dans la Garonne, qu'est-ce que je fais ?» C'est ça l'affaire. Comment est-ce qu'on va faire ? Et c'est là où on commence le mécanisme des solutions. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est encore une fois, on émerveille, on alerte et on propose. Et comme toute action, la bonne échelle, c'est l'échelle du bassin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découper les fleuves, d'une part, premier péril, et deuxième part, il ne faut pas avoir une vision. C'est-à-dire mettre des obstacles, des barrages. On a comme chance, nous, d'avoir des fleuves qui sont quasiment uniquement sur notre territoire. Donc on est seul responsable, il n'y a que le Rhône qui a la partie suisse, mais on s'entend bien avec eux. Donc, mais dans beaucoup de pays, vous avez des tas de pays en amont qui retiennent l'eau. Bien sûr. Par exemple, et il se trouve que depuis 3 ans maintenant, je donne des cours à l'école de guerre sur cette question. Il n'y a plus d'eau dans le delta du Mékong. C'est-à-dire que les populations, notamment du Cambodge et du Vietnam, n'ont plus d'eau suffisante pour cultiver le riz dans le delta du Mékong. Pourquoi ? Alors, on a demandé comment ça se passait, des pays un peu partout, sur tout le parcours, notamment les Chinois, qui ont dit « c'est pas nous, c'est le dérèglement climatique ». Sauf que nous avons des satellites, et nous avons vu qu'à la tombée du Tibet, il y avait 8 barrages. 8 barrages qui avaient été faits entre la descente du Tibet et la frontière du Laos. Qu'est-ce qu'un delta ? Un delta, c'est l'enfant des sédiments. Si vous avez des barrages multipliés, vous avez de moins en moins de sédiments. Donc vous nourrissez moins les deltas. Comme vous avez détruit les barrières naturelles que sont les mangroves pour faire des élevages de crevettes à cause de l'urbanisation, vous n'avez pas la protection. Comme dans les temps très très anciens, les végétations se sont accumulées, vous avez évidemment du gaz et du pétrole. Donc vous creusez des trous pour essayer d'exploiter cela. Et comme en plus, vous avez la montée inexorable de l'océan, donc d'un côté, vous avez des endroits moins protégés, avec une eau salée qui tente à monter, et avec moins de nourriture par les sédiments. C'est-à-dire que tous les deltas du monde sont menacés. Tous. Et il y a une question très intéressante, et je vous donne un rendez-vous, pas loin d'ici, en Camargue, pour le week-end de l'Ascension. J'ai l'honneur immense d'être le parrain du Festival de Camargue, où on va étudier ce laboratoire du partage des usages entre les éleveurs, entre ceux qui aiment les flamands, ceux qui aiment d'autres oiseaux moins spectaculaires mais plus divers, ceux qui fabriquent du riz, etc. etc. Vous voyez, je voudrais juste vous donner un tout petit point. On n'a pas de carte, mais vous allez voir tout de suite. À 400, peut-être 500 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet. Vous voyez l'enjeu ? Vous voyez ce que ça veut dire ? Et alors, il y a un autre point que je voulais vous raconter. On s'éloigne de la France et on y reviendra quand tu veux. Mais regardez l'Ouest africain. Les grands fleuves de l'Ouest africain
qui sont, comme vous savez, cet Ouest africain qui est ravagé par des guerres terribles. On ne va pas entrer dans les détails. Tous ces fleuves de l'Ouest africain, principalement le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le fleuve Niger, viennent d'un massif montagneux, pas haut, de 1000 mètres un peu moins, s'appelle le Fouta Djallon, qui est en Guinée. Ce massif a, comme tous les massifs forestiers, une sorte de malédiction parce qu'on détruit les arbres pour augmenter les surfaces d'agriculture. Mais en plus, la malédiction des matières premières se joue aussi là, c'est-à-dire que sous les arbres, il y a la bauxite, c'est-à-dire le minerai de l'aluminium. Donc on a donné des concessions à des tas de groupes industriels qui dévastent tout, c'est-à-dire qu'à terme, vous n'aurez plus de ce massif, et si vous n'avez plus ce massif, vous n'avez plus d'évapotranspiration, et donc vous avez de grandes chances que vous n'avez plus d'eau qui découle le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger. Mais il y a un autre mécanisme qu'il faut ajouter là-dessus. Vous voyez, je n'ai pas inventé tout ça. C'est les amitiés des associations, des scientifiques qui me disent « T'as oublié un truc, c'est qu'au-dessus du Tibet, au-dessus de ces gigantesques glaciers, évidemment fragiles comme tous les glaciers, vous avez un jet stream, c'est-à-dire un courant de très haute altitude, et de très forte, à 15 km d'altitude, et de très haute humidité. Et à certains moments de l'année, il y a ce jet stream qui se met en mouvement vers l'ouest. Et quand ce jet stream arrive sur les terres surchauffées de l'ouest africain est la partie occidentale du Sahara, la chaleur fait que cette vapeur se change en précipitation et c'est la saison des pluies. Donc vous voyez, à court terme, ces fleuves de l'Ouest africain dépendent de la forêt et à long terme des glaciers du Tibet. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'il n'y a que du lien là-dedans. Vous comprenez, ce n'est pas des coupures. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont liés, qui sont, on peut dire, religieux au sens étymologique, c'est-à-dire sans transcendance. Vous comprenez, c'est un lien. Et ça me rappelle, pardon pour la digression, mais j'ai osé une biographie de Beethoven et les grands musiciens qui analysent la Missa Solemnis ont fait cette découverte bouleversante. Au début, Beethoven croit un Dieu, comme on a appris, au-dessus de tout. Et petit à petit, sa musique change. Sa musique passe en mineur. Et il passe de la transcendance à l'horizontalité. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce thème que je développe avec d'autres musiciens, qui s'appelle la passion de la fraternité. Et la solidarité, c'est pas seulement une obligation de morale, c'est une constatation dans les faits. Un de mes profs de vie, envie de vivre, c'est Gilles Boeuf. Vous connaissez peut-être l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle. Il disait, mais dans le monde vivant, il y a 10 000 fois plus de mécanismes de solidarité que de mécanismes de concurrence. Vous voyez, tout ça, ce mécanisme-là. Donc, regardez autour de vous, prenez des leçons. En ce moment, moi, je prends, par exemple, j'ai un prof de géologie avec qui nous préparons, enfin, c'est lui qui bosse, hein, moi je raconte de temps en temps, mais il bosse un peu. Et donc, ce prof de géologie, il est génial. On va raconter l'histoire de la Terre en 100 pages. En 100 100 pages. 100 pages. Et le mec, il est énorme, parce qu'il aurait fallu énormément de liberté dans sa vie pour échapper à sa destinée, parce que ce géologue, son prénom, c'est Pierrick, et son nom, c'est Graviou. Ça ne s'invente pas. Je reviens aux affaires tempérées. Il y a 6 ans, la Garonne était à sec. Alors, la Garonne est régulièrement... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui. De manière générale. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'allégorie sur nos sociétés à nous. Vous savez qu'on a parlé du ruissellement économique, c'est-à-dire que la croissance, elle a bénéficié à tout le monde. On peut nettement remettre en cause cet optimisme-là. Moi, j'ai plutôt le sentiment que plus on est riche, plus on est encore plus riche, et que plus on est pauvre, plus on est encore plus pauvre, et que la classe moyenne a plutôt tendance à s'effondrer. Bien. Eh bien, c'est la même chose en termes de précipitation.
C'est-à-dire que les régions du monde qui ont beaucoup d'eau en auront encore plus, et ceux qui n'ont pas d'eau en auront encore moins, premièrement. Ça, c'est l'espace. Mais c'est aussi dans la durée, vous voyez bien. Vous alternez le trop d'eau à le pas assez d'eau. Mais quand vous avez trop d'eau, c'est pire d'une certaine manière que quand vous avez assez d'eau. Par exemple, à aucun moment, dans l'histoire des épidémies, il n'y a plus de tension que quand il y a des inondations. Parce que tout ça est complètement est balayé humide, avec des pollutions, etc. Vous voyez, donc cette question-là. Donc voilà, ça c'est le climat un peu général. Maintenant, on prend fleuve par fleuve, et on voit que de tous les grands fleuves, c'est la Garonne qui est le plus menacée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Pyrénées sont relativement basses, que le manteau neigeux a tendance à diminuer, que les glaciers donnent moins qu'avant, donc d'abord la source c'est un peu faible, que les prélèvements sont très forts à des moments d'étiage, et notamment, on peut d'ailleurs vraiment poser la question, mais sans accabler, et comment faire la transition avec la question du maïs. Et puis la démographie. Je discute beaucoup avec les maires, vous voyez, parce que c'est eux quand même qui sont non seulement à portée de gifle, mais qui font des villes belles comme ici, ou d'autres moins belles, et comment ils font. J'étais lundi dernier avec le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Il me dit, comment je fais? Tous les ans, j'ai 6000 personnes en plus. 6000 personnes. Dans la ville? Seulement? Seulement. 6000. Dans le département, c'est 12 000. Alors, et comment et le maire de Toulouse, il me dit, j'en ai 15 000 chaque année, comment je fais? Parce qu'ils viennent, etc. Comment ça se passe? Donc, vous voyez ce mécanisme. Donc, il y a ce point-là. Comment est-ce qu'on va faire? D'où la question hautement polémique des réserves d'eau. Juste une question, c'est un détail par rapport à ce dont vous venez de parler, mais comme on vient d'en parler, je voulais juste poser la question. Cette histoire de bassines, les grandes bassines, c'est bon ou c'est mauvais? Alors, moi, j'ai toujours pas compris. Eh bien, je vais t'expliquer. Écoute le professeur Eric, parce que j'ai évidemment beaucoup posé la question. Premièrement, moi, je suis pour qu'on arrête le mot bassine. Parce que dès que tu mets bassine, tu es condamnable. Et que quand tu nommes mal, comme disait Camus, tu nommes mal une réalité, tu ajoutes au malheur du monde. Donc je préfère retenue. Réservoir, des choses comme ça, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tous les êtres humains ont besoin d'eau? Oui. Deux, est-ce que l'agriculture doit changer de méthode? Oui. Évidemment que oui. Mais il faut saluer les agriculteurs qui sont quand même en mutation permanente, alors qu'on leur demande des produits de moins en moins chers, pour une raison précise, je vais vous dire que j'avais mal comprise. C'est que je regardais qu'au fond, une part croissante des budgets des familles, c'est le logement. Et il y a encore quelque temps, dans un budget familial, la nourriture, c'est 30%. Maintenant, c'est 11%. Oui. D'où la pression sur les producteurs de nourriture. Pourquoi? Parce que la pression sur le logement est très très forte. Et j'ai participé à la grande rencontre nationale d'Action Logement, c'était tout à fait passionnant. Comment faire plus pour, vous voyez, aller dans ces affaires-là. Donc, vous voyez, on est dans ces vraies questions qui sont là posées et qui sont évidemment liées. Donc, on se trouve là. Donc, il faut évidemment changer les méthodes. Maintenant, il y a deux religions qui s'opposent. Première religion, dire il faut laisser l'eau suivre son parcours, jamais y toucher. Et puis il y a une autre qui dit c'est mon métier, je sais quand il faut le faire. J'ai toujours fait comme ça, voilà. Arrêtez de me faire chier, je continue. Eh bien ces deux sont évidemment insupportables. Parce que tout dépend de l'endroit où ça se passe. Il faut écouter la géographie. Si vous avez une nappe de granit, donc pas de phréatique, comme chez moi en Bretagne, et que vous n'avez pas d'endroit avec des zones humides, vous pouvez récupérer l'eau, ça ne gênera personne, parce que l'eau, elle ira comme ça, voilà. Elle ne va pas nourrir du tout. Alors que dans d'autres, oui, bien sûr, comprenez, donc c'est des analyses. Et puis, je vais vous dire un autre point.
c'est donc accepter cette diversité. Parce qu'il y a des gens qui arrivent faire des manifestations. Parfois, il y a des réservoirs qui sont gigantesques et trop forts. Mais voilà. Mais est-ce que je crois à l'état de droit? Oui. C'est-à-dire on doit pouvoir se mettre d'accord. À quelle échelle? À l'échelle régionale. Pas à l'échelle nationale. On va dire, ah, on va condamner tous les réservoirs, toutes les réserves. Ah, on est pour toutes les réserves. Non, bien sûr que non. C'est pas possible. Donc, vous voyez, tout ça, il faut dire. Et quelle est la bonne échelle de discussion? Le partage, encore une fois, c'est la région. Comprenez, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la bonne échelle de solidarité, comme on s'est discuté. Ce que je suis en train de faire, franchement, j'ai eu du bol dans la vie. Hein. C'était quand même une vie géniale et ça continue. Mais là, ce que je suis en train de faire depuis une semaine, les solutions. Je fais le tour de France des solutions face à la sécheresse. Et j'ai commencé justement en Occitanie, en passant. Et j'ai vu ce qui permet de sauver l'Occitanie de la sécheresse terrible, c'est le relativement faible prélèvement qu'on fait sur le Rhône et qui est distribué un peu partout. Distribué un peu partout, une sorte de réseau comme ça, vous voyez, un peu comme ça, un peu médical, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis c'est ancien, hein? C'est tout à fait, depuis les romans. Exactement. Comment est-ce qu'on va faire en gravitationnel, voilà. Tout ça. Donc, comme si eux, ils avaient conscience des choses. Déjà. Ouais. Et donc, vous savez, ce réseau. Donc, alors, on interdirait? Il faudrait laisser l'entièreté du Rhône aller à la mer sans pouvoir le prélever à côté? L'Occitanie est morte. Comment est-ce qu'on fait? Donc vous voyez ce mécanisme-là. Et là, il y a des bassines, des réserves de taille raisonnable qui sont un peu au bas de l'Ardèche, etc., de voir comment ça se passe. Donc, mais la question qui est posée, et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est que pour cette affaire de réserve d'eau, on a notre démocratie qui est face à un défi énorme. Déjà que notre société est déchirée, nous allons devoir partager une ressource de plus en plus rare et essentielle entre des usages de plus en plus nombreux et tout aussi légitimes. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Donc, au-delà de cette question de l'eau, c'est la question de la démocratie qui est posée. Ça, c'est l'espace. Mais ça aussi le temps. Vous êtes un maire, vous avez des problèmes d'eau, vous avez deux solutions parmi les autres. La première, vous allez faire une usine d'eau, vous allez dessaler ou vous allez trouver un truc comme ça, premièrement. Tout le monde est content, la presse sera là, vous aurez des photos des enfants sous des robinettes, tout le monde est bien, quel maire formidable, il est inouï, on va le réélire, etc. Et puis il y a un autre maire qui dit non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Moi, dans mes réseaux, qui n'ont pas été aménagés, entretenus depuis 30 ans, j'ai 60% de fuite. Alors qu'est-ce que je fais? Et le maire qui fait ça, il faut un drôle de courage pour le faire. Parce qu'il va emmerder tout le monde avec les travaux. Vous n'aurez aucun journaliste qui viendra célébrer la réhabilitation des réseaux. Et la fin de la réhabilitation des réseaux, ça sera la fin de son mandat. Donc, c'est ça la question. Moi, je vous dis très franchement que notre démocratie, elle est face à deux vrais défis. Le premier, le partage d'une ressource rare, comme j'ai dit, et aussi comment on va intégrer le long terme dans des démocraties de plus en plus prises en otage par le court terme. Le court terme, c'est la logique de la démocratie, c'est-à-dire le jugement des renouvelé, mais le jugement, il est quotidien avec les réseaux. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et si la démocratie ne montre pas son efficacité, il y a une tendance qu'on voit, une petite musique qui monte, essayons un régime fort puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette enquête, un peu partout dans le monde, c'est que c'est évidemment la question de l'eau, mais derrière, c'est aussi la question, comme on dit, du vivre ensemble, de la démocratie, de la respublica, de la République. Vous voyez, donc c'est pour ça que l'eau, c'est pas seulement une matière, c'est vraiment le miroir. Moi, ma conviction, elle est là. Dites-moi, et je l'ai vérifié partout où j'étais dans le monde, dites-moi comment vous traitez l'eau, comment vous respectez l'eau, comment vous la produisez, à quel prix, au bénéfice de quel type de société, en respectant ou non l'avenir, et je vous dirai avec précision à quel type de société vous appartenez. En d'autres termes, l'eau, c'est un miroir, non pas pour voir sa tronche,
mais pour voir la société auquel on appartient. Donc, franchement, mais Dieu sait si j'ai mené des enquêtes tout à fait passionnantes, mais là j'ai pris un pied immense, envie de vivre, et ce pied il continue avec ce Tour de France que j'ai entrepris pour ces solutions. Mais tout à l'heure, lorsque vous évoquiez la bagarre au sujet de ce qu'il ne faut pas appeler des bassines, mais des réserves, on va dire, vous avez utilisé le mot religion. Et c'est un problème. Les religions, les différences religieuses, ça fait des morts. Ah ben, évidemment, mais là, on a vu le drame de Sivins. Et je veux dire, si on n'arrive pas à trouver des solutions, il y aura de nouveau des drames de Sivins. Est-ce que vous pensez qu'une expertise aussi savante, intelligente, tenant compte de tout, sera capable de réunir l'essentiel des gens? J'espère, c'est là un débat sur la manière de se mettre d'accord. Et puis, moi, j'aime l'état de droit, c'est-à-dire on se met d'accord sur une procédure et que, pour être franc, des gens s'autoproclament activistes et viennent détruire ce qui a décidé en majorité, c'est la remise en cause de l'état de droit et de la démocratie. Donc on peut les traiter le plus doucement possible, mais honnêtement, moi, c'est-à-dire que je suis attaché à l'état de droit, c'est-à-dire à la capacité de nos sociétés de se mettre d'accord sur un projet commun de partage de l'eau. Et que des gens disent « Ah ben je suis contre ». Mais à ce moment-là, dans tous les domaines, je suis contre. Moi, je suis contre dans tous les domaines, je suis contre. Donc là, je suis contre. Par exemple, un tel a été condamné, je suis contre. Eh bien, on fait quoi? C'est quoi que cette société-là? Donc, pardon, c'est peut-être parce que j'ai été 25 ans magistrat. Magistrat. Oui, mais j'aime... Enfin, vous savez, il faut se méfier quand on n'aime pas l'état de droit, hein, parce que c'est pire quand il n'y a pas l'état de droit. Donc, vous voyez ce genre de questions qu'on pose grâce au fleuve, grâce à l'eau. On a parlé du droit, on a parlé de la démocratie, on a parlé de la santé. On n'a pas parlé de la santé. Vous savez, il y a cette notion absolument clé de une santé. One Health, une santé. On a bien vu avec la pandémie. Moi, j'ai vu deux choses, parce que j'ai cet honneur immense d'être ambassadeur de Pasteur et du réseau mondial maintenant. Si l'environnement va mal, le monde végétal va mal. Et évidemment, le monde animal, dont nous allons mal aussi. Tout ça est complètement lié. Et regardez ce qui s'est passé avec la stratégie chinoise de zéro Covid. Zéro Covid. Eh bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Parce que nous, virgule, êtres humains, virgule, n'avons pas le monopole de la vie. Il faut bien savoir ça. Et que nous avons des pouvoirs, mais eux aussi, de façon différente. Donc, il y a une sorte de communauté. Vous savez, il y a un truc qui m'a frappé. J'aimais énormément quelqu'un. Je suis un enfant de l'amitié. Il s'appelait Michel Lefebvre. Ce type était capitaine au long cours et puis il a décidé de reprendre ses études. Il est devenu très très fort et c'est lui à qui on doit le premier satellite d'observation de la mer. Et il disait cette morale magnifique, la Terre est un vaisseau spatial. On est d'accord, qui se promène dans l'espace. Eh bien, de la même manière qu'il y a des cosmonautes, devenons nous-mêmes des géonautes, c'est-à-dire des marins de ce bateau commun qui s'appelle la Terre. Le globe. Vous voyez, c'est ça, ces gens-là. Et lui, les leçons qu'il m'a données sur la mer, parce que mon premier petit travail, exploration sur l'eau salée, cette fois-là, c'était sur le Gulf Stream. C'était merveilleux parce que j'ai navigué beaucoup, parce que je suis quand même le roi du prétexte. Hein. Vous avez bien compris, c'est que tout ça est bien, mais si je peux aller regarder comment ça marche, j'aime bien comment ça marche. Et donc, il me racontait ces histoires incroyables. Et alors, la relation avec les scientifiques, ça a été difficile au début, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans notre domaine? Et puis, ils se sont dit, ben, il bosse sans arrêt, il fait vérifier, et puis, disons qu'il raconte un peu plus clairement que nous. Et donc, maintenant, on est alliés. Donc, je passe mon temps à l'Académie des sciences, ce qui fait que ma patronne à l'Académie française, Hélène Carin-Dancos, me répète sans arrêt que tu t'es trompé d'Académie, c'est pas celle-là que tu as été élu. Elle dit pas toujours des plaisanteries, mais celle-là est pas mal. Le chemin que vous avez fait, tout ce chemin-là, parce que vous étiez un étudiant comme les autres, j'imagine, vous étiez loin d'avoir le raisonnement que vous avez aujourd'hui, d'avoir compris des phrases que vous venez de dire.
que faudrait-il faire pour que de plus en plus de gens comprennent ce que vous venez de dire, je veux dire, soient attentifs à ça? Parce que c'est fondamental. Si on n'est pas au niveau de connaissance que vous avez, etc., et si on n'a pas envie d'y aller, on risque de ne pas avancer. On passe par... Il faut, je pense, enfin, je n'ai pas de solution miracle, mais je vois personnellement. Moi, je suis économiste de base, c'est-à-dire Paris 1, thèse avec Raymond Barre, London School of Economics, etc. J'avais dans la tête une ligne droite qui devait monter, on appelle ça la croissance. Et puis, j'ai rencontré des marins. Pour moi, la nature est arrivée par la mer. Après, je me suis intéressé à la terre, mais d'abord par la mer. Et donc, quand j'ai écrit mon livre sur le Gulf Stream, la ligne que j'avais dans la tête, c'est-à-dire la figure géométrique fondamentale que j'avais dans la tête, a été remplacée par une autre qui s'appelle le cercle. Et je me suis rendu compte que dans la vie, il n'y a pas de ligne droite. Tout est circulaire. Avec des spirales, ça peut monter, mais tout est circulaire. Si on touche à quelque chose... Et ça revient comme ça, et c'est le principe même de l'économie circulaire. Mais c'est aussi le principe même de l'art. C'est-à-dire, vous, quand vous prenez un râteau, vous pleurez. Moi, je pleure, mais j'essaye d'en faire un best-seller. Comprenez mon avantage. Comprenez pourquoi, et j'ai pas de mal là-dessus, je suis sans arrêt avec des femmes tellement plus belles que moi. Donc c'est cette question du recyclage. C'est magnifique ce mot de ressources. Ouais. C'est-à-dire c'est une nouvelle source. Pensez qu'il y a des déchets, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, je suis en train de travailler. Écoutez, avant-hier, j'étais avec le patron du Grand Paris. Imaginez ce que c'est les travaux gigantesques pour faire le grand métro, machin, etc. Eh bien, il travaille avec ses équipes au recyclage de la terre utilisée pour creuser le métro. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des terres polluées, des terres non polluées, comment est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une des solutions. De la même manière que l'eau, on ne recycle pas du tout assez l'eau qu'on utilise. Dans des pays comme Israël, comme Singapour, on recycle beaucoup mieux l'eau, et là, on est emprisonné par des normes, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, encore une fois, c'est passionnant. C'est ça ce qu'il faut dire quand je suis dans les écoles, ce que j'essaye de... vous savez... Il m'est arrivé une autre expérience qui est franchement une des plus belles de ma vie, enfin les plus émouvantes, c'est que je ne comprenais pas les questions qu'on posait en français à mes enfants en classe de 6e. Il y avait un tel jargon, je ne comprenais rien du tout. Alors je me dis, je vais gueuler, comment est-ce qu'on fait, etc. Je vais faire une tribune, tout on s'en fout, tout ça, etc. Donc j'ai fait un livre et j'ai mis dans le titre grammaire. Et mon éditeur m'a dit, écoute, s'il y a une règle absolue dans l'édition, c'est qu'on ne met pas grammaire dans un titre parce que ça ne se vend pas. 1 million d'exemplaires. Et vraiment, à chaque fois qu'un petit garçon, une petite fille, vous voyez, 12 ans, ce genre-là, vient me voir parce que son père ou sa grand-mère ont dit, c'est lui qui a écrit La grammaire est une chanson douce. Les yeux dans les yeux, il me dit, merci monsieur, c'est grâce à toi que j'aime lire. Eh bien, je chiale comme un veau, parce que je ne suis pas complètement larmoyant comme mec. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on raconte. Il faut sans arrêt qu'on raconte, encore une fois, toujours la même chose, en expliquant, en émerveillant, en proposant. Donc c'est ça notre boulot. C'est pour ça qu'il y a ces rencontres ici, les idées qui mènent le monde. Mais les idées qui mènent le monde, c'est celles qui enchantent en même temps. Celles qui enchantent, qui alertent, qui expliquent, etc. C'est ça notre affaire. Il faut, et l'art est absolument clé. Et on revient sur la notion même de culture. La culture, la définition de la culture, c'est vachement simple. Vraiment. La culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, vous êtes au milieu de la nuit, vous demandez comment vous allez aller au bout du jour qui va bien finir par se lever. Pourquoi? Parce que vous êtes en dépréciation de vous-même sans arrêt. La culture, c'est l'inverse. Vous êtes plus divers, vous êtes plus fort. Vous êtes tous les genres en même temps. Plus de ressources. Vous êtes plus de ressources. Vous êtes comme ça, vous avez envie de vivre. Et donc c'est ça. C'est pour ça que la culture, ce n'est pas un dossier. Ce n'est pas possible de penser que la culture soit un dossier. C'est un élan, c'est-à-dire c'est l'ambition d'être plus que soi-même. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, moi, avec les gens qui disent on va arrêter de travailler. Vous voyez, parce que, évidemment, redonner du sens au travail, mais moi, je suis viscéralement attaché à la notion de progrès,
On doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir avancer. Et quelque chose me dit, c'est que on ne trouve pas du sens à sa vie en passant son temps vautré dans un fauteuil en buvant de la bière face à Netflix. D'ailleurs, à un moment dans le livre, vous dites quel dommage que les gens n'aient pas compris que le travail, ça augmente le plaisir. Mais on ne peut pas imaginer de grand plaisir s'il n'y a pas ce travail. Attendez, je fais la part. Évidemment, il y a des labeurs épouvantables, tout ça, etc. On est bien d'accord. Mais l'enjeu, c'est pas d'arrêter le travail. Parce qu'on n'a jamais eu autant de travail nécessaire pour mettre en place toutes les transitions, pour lutter contre les nouvelles pandémies, contre tout ça, etc. Enfin, les enjeux sont énormes. Il faut évidemment, et le maximum, enchanter le travail. Mais on ne peut pas dire qu'on va arrêter comme ça. C'est-à-dire que les textes que je fais, là, ça paraît simple, mais je bosse comme un malade quand même. Et donc, ça veut dire sans arrêt. Alors, c'est le luxe total de faire ça. Comprenez? Donc, moi, je fais la grande différence entre travail et travail. Mais dire que non... l'effort, le travail. Si, moi, vous savez, je suis entré dans un truc qui s'appelait le PSU à 17 ans. Eh bien, on bossait. Après, j'ai vu la gauche comme ça, pour une raison précise, c'est qu'elle ne foutait rien. Là, maintenant, il faut qu'elle se mette au boulot. Et je pense que le premier boulot qu'elle doit faire, c'est réfléchir à la valeur travail. Vous voyez, un travail sur la valeur travail. Ça demandera beaucoup de travail. Tu dis parce qu'on part de bas. Hein. Est-ce que, parce qu'on parle des dangers prochains qui nous attendent, l'énergie, ceci, est-ce que finalement ce n'est pas l'eau, des problèmes d'eau qui pourraient être la première grande secousse pour l'ensemble du monde? Oui, mais l'eau et l'énergie, c'est pareil. C'est pareil, oui. C'est une énergie d'ailleurs. Vous savez, c'est une force. Je suis en contact avec les gens d'EDF. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de centrale. S'il n'y a pas de centrale, alors on peut dire c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas non plus de possibilité de construire les pales des éoliennes. Il n'y a pas non plus de possibilité de construire les panneaux photovoltaïques. Comment est-ce qu'on fait? Donc tout ça, encore une fois, tout ça est lié. Moi, je suis frappé à quel point toutes ces transitions sont liées. La transition agricole nécessaire, la transition énergétique, vous voyez, tout ça est complètement lié, encore une fois, à la bonne échelle. Donc, on ne peut pas tout faire, mais quand on me demande, par exemple, quelle est la bonne échelle pour faire évoluer notre modèle agricole, ma conviction, c'est que c'est la région et l'Europe. Et ce n'est pas Paris. Ça, c'est gênant pour nous, je vais vous dire, de penser à ça. C'est gênant. Parce que moi, je me suis battu pour défendre les agences de l'eau. Parce qu'à un moment donné, on voulait tout recentrer sur Paris, avec cette double idée aussi folle que cumulative, de dire à Paris, on sait mieux pour moins cher. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Il faut regarder comment ça se passe, etc. C'est faux. Parce qu'il faut un ancrage territorial. Vous comprenez? Il faut un sentiment d'appartenance, de co-responsabilité. Donc on va voir, c'est la responsabilité de tous les gens de la région. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Garonne, avec l'Adour? Moi, je connais bien les coteaux de Gascogne, voilà, et toute cette compagnie magnifique. Comment est-ce qu'on va faire? Il y a des tas de possibilités, mais simplement, il faut qu'on réapprenne cette idée de se mettre ensemble. Alors, comme je suis optimiste, je dirais, étant donné qu'on va être obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligatoire, inscrit, qu'on soit des enfants gâtés. Moi, ce qui m'avait frappé dans ce tour du monde de l'eau, le premier tour du monde de l'eau, c'est que personne ne savait comment on produit l'eau. On ouvrait les robinets chez nous et on ne savait pas, en amont, l'extraordinaire suite de mécanismes industriels nécessaires pour produire l'eau. On pensait que, hop, ça descendait. Et moi, j'avais résumé cette affaire de façon très simple. Dieu, s'il a inventé les sources, n'a pas inventé les tuyaux. Ni les filtres. Le Tour de France des solutions, vous allez consacrer votre vie combien de temps à cette affaire? J'ai beaucoup de vies. Une de vos vies, alors. Puisque donc il va y avoir une rencontre par mois. Dans chacune des régions. Une rencontre par mois dans chacune des régions. Et puis on peut être ouvert. Si quelqu'un a une solution, prend contact avec mon éditeur et on va voir la solution. Vous voyez, donc on va regarder et puis on fera Il y aura une publication par région? Absolument. Il y aura une publication d'abord par région, puis une publication globale, sans droit d'auteur, pour voir et chacun dire, voilà, c'est possible, nous on l'a fait. Vous savez,
en culture comme dans ce domaine-là, j'ai des convictions très simples. C'est la morale du possible. Pourquoi pas? Ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Avec un corollaire négatif, c'est pas pour moi. On en parlait avec Victor Eton tout à l'heure sur la poésie. Pourquoi on ne lit pas de poésie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas cher et ça nous change complètement. Comprenez, moi je relis du Aragon, je relis du Guilvig, je relis... pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas la danse classique? J'ai recommencé le piano il y a 8 ans, je suis le plus mauvais du monde. Mais je désespère mon professeur. Mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est. Là, je commence à rejouer la valse 39 des regrets de Brahms et tout. Et puis, comme j'ai entendu, mais pourquoi je me priverais de ce plaisir? C'est une morale du bonheur. Le bonheur est une morale. C'est tout. Donc on y va. Pourquoi pas de danse classique? Il y a des tas de gens de toutes sortes, de tous les âges qui font ça. Pourquoi se priver de ça? Vous comprenez, c'est pas pour moi. Quand je me bats pour la lecture, c'est pas pour moi. Mais pourquoi vivre moins? C'est le thème même du envie de vivre. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une vie éternelle après, mais alors je peux vous dire que si un infarctus me terrasse à l'instant même, franchement, la vie, je l'aurais bu, mais alors jusqu'au bout avec un bonheur absolu. Et c'est pas fini. Et je voulais vous dire un truc parce que c'était marrant. C'était marrant quand j'étais à peine élu, donc je suis invité comme souvent là au Sénégal. Avant j'allais au Mali, maintenant je peux plus. Et donc j'étais au Sénégal. Et alors les gens, voilà, l'association des écrivains, il dit vraiment, là, alors je ne vais pas faire l'accent, hein, mais bon, vous imaginez comment ils disent, nous sommes honorés d'avoir un immortel, tout ça, etc. Alors très bien, ça dure sur la palabre avec du vin de bissap et tout, machin, jus de bissap et tout. Et puis il y en a un qui dit, ouais, mais toi tu es immortel, mais tu n'es pas éternel. Et alors on discute encore, et puis il y en a un qui lève la main et dit, et tu sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel? Alors je dis, non, parce que les crédits n'étaient pas arrivés. Donc on va demander des crédits pour vivre plus, comme ça. Marc, vous m'avez dit que tous les matins, 5h du matin, debout? C'est que j'ai eu cette chance immense d'avoir des parents qui me racontaient des histoires. Ma mère, figurez-vous, elle était monarchiste. Alors elle disait que quand les rois reviendraient en France, ça irait mieux. Et en regardant mon père, les petits chefs d'entreprise ne feraient pas l'amour avec leur secrétaire. Genre, petite référence personnelle, familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ça un peu ce truc-là. L'environnement. Dans cette famille. Oui. Et mon père, qui était officier de réserve dans l'aéronaval, me racontait des histoires de pirates, de sous-marins, etc. Et puis à l'âge de 8 ans, ils m'ont dit, on n'a plus d'histoire en stock. Donc maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu lis, donc j'ai lu comme un malade, soit tu inventes des histoires. Donc j'ai créé un organe de presse. J'avais déjà tout compris des mécanismes de la presse, puisque c'est une chronique de la vie familiale. Et je leur disais, écoutez, vous vous abonnez ou je dirai du mal de vous. Ça vous rappelle quelque chose quand même. Hein, on est d'accord. Et donc j'ai commencé à raconter, et comme j'avais quand même la classe, donc j'ai dit, je raconte les histoires de la classe. Donc j'ai écrit comme ça 12 romans que je jetais après les relire. Le 13e, je l'ai montré, heureusement il a été refusé. Le 14e a été publié enfin, et 600 exemplaires, parce que j'ai une grande famille. Et puis enfin, le 17e a eu le Goncourt. Donc franchement, même si vous n'avez pas de don, obstinez-vous, je suis l'incarnation que ça paye. Je suis vraiment dans la ligne. Hein. Ah non, mais ça, envie de vivre. On n'a pas perdu son temps quand on vous a invité hein, pour la défense du titre et du thème. Ça, on va vous engager.
Un mot, on va finir avec ça. Ce sont les 2 dernières phrases de votre livre. Écoute, citoyen des terres sèches, des doigts du harpiste, la pluie. Alors c'est un livre magnifique de T.C. Boyle qui s'appelle Water Music. C'est une référence à un des poètes qu'il aime beaucoup. Et ça, c'est les retours aux sources, c'est-à-dire la découverte des sources des grands fleuves africains. Les 2 plus belles histoires, comme vous savez peut-être, c'est la découverte du Nil, et puis des sources du Nil, la découverte des sources du Niger. On pensait que les 2 communiquaient. Et je vais vous dire un autre truc. J'étais avec ma femme sur le Mékong, et il y avait un barrage en construction. Elle a fermé les yeux et elle m'a dit, écoute, tu te souviens ce matin à Luang Prabang, le fleuve était libre. Il courait tranquillement. Là, on commence à l'emprisonner. Tu sens comme le fleuve fait une musique différente. Alors, il faut vous dire, ma femme est médecin vasculaire. Donc elle passe son temps à regarder avec des sondes toutes les canalisations intérieures, tous les fleuves qui coulent en nous, les artères, les veines, tout ça, oui, vous voyez. Ça. Mais en même temps, elle tend l'oreille. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit qu'au fond, on faisait le même métier. Moi, l'écrivain reporter, je racontais un peu l'histoire de la planète, et elle racontait l'histoire du corps. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, et c'est un moment complètement formidable, parce que je commence à savoir 2-3 trucs en médecine, d'ailleurs encore plus hypochondriaque qu'avant, parce que je savais déjà qu'il pouvait m'arriver des trucs pas possibles. Mais alors maintenant, alors là, je vais vous dire, si vous avez un minimum d'imagination, mais alors à chaque fois, je me prends le pouls, tachycardie, extrasystole, qu'est-ce que c'est, etc., dramatique. Mais enfin, en écoutant que mon courage, on ira au bout de ce livre. Et c'est tout à fait passionnant, parce que vous voyez, c'est ce que dit le microcosme renseigne sur le macrocosme. Et donc ça, c'est... Et là, et je peux finir là-dessus, il s'agit de la vie. Merci. Merci.